propagé dans tout le pays. Donc, il est tout à fait possible que ce déclin de l'espérance de vie s'étende également au reste du pays et touche une population plus large. Aux États-Unis, pas plus que dans les grandes capitales occidentales, les politiques n'ont encore réagi à la hauteur de la gravité de l'épidémie de diabète sucré et d'obésité. Conséquence, elle risque de s'installer durablement. Nous avons réussi à rester assez indépendants dans nos recherches. Mais lorsqu'il a fallu transcrire les résultats en réglementation, aucun membre de notre département de nutrition à Harvard n'a été autorisé à faire partie du Comité national des réglementations diététiques, alors même qu'une grande partie des recherches avait été menée chez nous. Bref, quand il a fallu constituer un comité pour revoir les réglementations sur la base des résultats scientifiques, nous avons tout simplement été exclus. En France, Pierre Menton aussi dérange. Pour avoir été l'un des rares scientifiques à oser rappeler haut et fort les effets néfastes de l'excès de sel dans notre alimentation, il a d'abord subi des pressions au travers de son employeur. Voilà la lettre du Comité des salines de France, donc adressée au directeur général de l'INSERM en 2006. Dans un récent passé, nous vous avons alerté sur les attaques sans fondement scientifique à l'égard du sel alimentaire auquel, dans sa monomanie, Pierre Menton se livrait sans discernement ni mesure. Nous nous réservons d'engager les poursuites prévues par la loi. Néanmoins, dès à présent, nous vous invitons à prendre à l'égard de ce chercheur extravagant les sanctions qui s'imposent et de publier un communiqué marquant clairement que l'INSERM se désolidarise de ces allégations. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de nos sentiments distingués. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que ce type de lettre ou ce type de pression se fait comme ça une fois tous les 3 ans ou une fois tous les 4 ans. Non, c'est une activité de lobbying qui est une activité de lobbying continue et systématique qui concerne les professionnels de la santé, mais aussi donc les médias, les parlementaires, le monde politique, les cabinets ministériels, les enseignants, etc., etc. Les pressions n'ayant pas réussi à le faire taire, Pierre Menton se retrouve en janvier 2008 sur le banc des accusés, attaqué en justice par ceux dont il dénonçait l'action. Je suis attaqué en diffamation par le Comité des salines de France, qui apparemment s'est reconnu dans une phrase que j'avais prononcée dans un article de presse en 2006, qui disait « Le lobby du sel est très actif, il désinforme les professionnels de la santé et les médias ». C'est tout à fait surprenant, c'est-à-dire qu'on entraîne devant les tribunaux ceux qui racontent ce qui se passe et on n'entraîne pas devant les tribunaux ceux qui font ce qui est mal. Moi, j'étais directeur général de la santé de 1997 à 1999 et avant, je m'étais occupé de la conférence nationale de santé en 96 et en 97. En principe, le lobbyisme, c'est discret. Un lobbyisme qui devient voyant, c'est un lobbyisme raté. Et dans une certaine mesure, le procès de Menton est une forme de lobbyisme raté, parce que ça a été trop loin. On a pris un scientifique et on l'a traîné en justice, ce qui est aberrant dans un monde de liberté et puis dans un monde scientifique. Ce soir, au journal télévisé, on va parler du procès de Pierre Menton, on va parler effectivement du lobbying de l'industrie du sel, qui n'est plus à démontrer. La preuve, c'est que d'ailleurs, ils continuent effectivement dans cette logique-là. Ah oui, c'est bon, c'est France 2. Ça vous fait quel effet aujourd'hui de vous retrouver finalement dans cette position-là, d'être accusé donc, de diffamation? Oh, écoutez, l'effet, je ne sais pas, hein, je suis un peu surpris effectivement dans un pays de 60 millions d'habitants, ce soit des individus qui doivent monter au créneau sur de tels sujets, alors qu'on a quand même des agences, des instituts, des ministères de la Santé qui normalement sont là pour s'occuper de la santé de la population. Le tribunal. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Ce serait dramatique que l'industrie agroalimentaire et les salines gagnent contre Pierre Menton, parce que nous avons besoin absolument de briser cette omerta sur cette question du sel. Il faut que nous puissions repartir dans l'année qui vient, dans les 18 mois qui viennent, avec l'obtention de cet affichage de la teneur en sel des plats préparés. Mesdames les directrices, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis,
Ce colloque qui nous réunit dans le cadre du programme national Nutrition Santé a Pour donner priorité à la santé publique dans la lutte contre les maladies de la malbouffe, en 2001, le gouvernement Jospin avait créé le PNNS, le Programme national Nutrition Santé, avec un objectif, agir sur notre alimentation pour tenter d'endiguer la progression de l'obésité et de ses conséquences sur la santé. Pour la santé et en particulier l'obésité, avec une prévalence par exemple beaucoup plus élevée. Mais pour son fondateur, la tâche s'avère plutôt délicate. Que dans le sud-ouest. Dans cette lutte, à un moment qu'il y a des enjeux économiques, alors on le sait pour l'alimentation aujourd'hui, on le savait déjà pour le tabac ou pour l'alcool, les lobbies sont puissants, les lobbies essayent de déstabiliser, les lobbies essayent d'utiliser des voies contournées pour essayer parfois de contrer les voies des scientifiques. Dans les coulisses du pouvoir politique, les industriels s'activent. Pour maîtriser l'information les concernant, ils entretiennent les cellules de veille, chargées de repérer les journalistes importuns. Ils n'hésitent pas non plus à sponsoriser des colloques sur l'obésité pour faire passer leur message jusque dans les plus hautes sphères de la République. Alors évidemment, l'industrie agroalimentaire doit être un acteur majeur dans ce débat. On doit avoir une approche positive de l'alimentation. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on stigmatise beaucoup, on diabolise beaucoup. Et ce que l'on voudrait éviter, si vous voulez, c'est que l'industrie agroalimentaire passe systématiquement comme le vilain canard que l'on diabolise. Il ne faut pas oublier finalement qu'il y a 50 ans, nous vivions dans un régime de rationnement alimentaire. Alors aujourd'hui, le défi auquel nous sommes confrontés, c'est la surabondance. Et pourquoi est-ce que l'industrie finalement s'est développée? C'est tout simplement pour permettre de mettre à la disposition du consommateur 24 heures sur 24, 365 jours par an, des produits qui, par essence, sont saisonniers. Donc, c'est clair que le rôle de la conserve, le rôle du surgelé et le rôle de toutes les transformations, quelles qu'elles soient, sont absolument vitales pour l'avenir de notre pays. Voilà ce que je voulais dire. En l'espace de 30 ans, notre paysage a été remodelé au profit du tout automobile et des grandes surfaces. Un quadrillage du territoire réalisé au nom d'une alimentation plus abondante, toujours moins chère et accessible à tous, mais accompagné d'un formatage industriel qui nous a fait oublier l'origine même de notre nourriture, toujours plus uniformisée et masquée par une grande diversité de marques. Carrefour, Carrefour c'est aussi Shopee, c'est aussi 8 à 8, c'est aussi ED l'épicier, etc. Donc je veux dire, le consommateur se dit, moi je ne vais pas chez Carrefour, je vais chez ED. En vérité, c'est la même maison. Donc on a une espèce de concurrence apparente avec finalement un choix qui se restreint de plus en plus, puisqu'on n'a plus que 6 centrales d'achat qui contrôlent le marché. J'aime bien prendre l'exemple, vous savez, d'un petit sablier qu'on retourne pour décompter le temps de cuisson des œufs à la coque. Eh bien, c'est comme si on voulait faire passer par le haut 70 000 entreprises fournisseurs, 300 000 exploitations agricoles, et pour rejoindre tout en bas 62 millions de consommateurs. Au point le plus étroit où le sable va s'écouler lentement, vous avez 6 centrales d'achat qui contrôlent, qui disent aux fournisseurs où vous payez ou vous ne passez pas. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas accès à nos rayons et donc vous retournez d'où vous venez. La grande distribution ne vous attaque jamais sur autre chose que le prix. Pour gagner de l'argent avec ces gens-là, il faut être très, très, très fort. Et si je n'avais pas eu le passé que j'ai eu dans l'industrie et, j'allais dire, l'habitude, au fond, des négociations difficiles, eh bien, je crois que je n'aurais pas réussi. Par exemple, on arrive pour négocier un tarif, eh bien, la grande distribution vous dit la concurrence est à 3 €, vous êtes à 4, ou elle est à 2, vous êtes à 3. Donc on ne peut pas prendre vos produits. C'est pour ça que je dédouane un tout petit peu l'industrie, parce que comme on lui tient que ce discours de prix, elle est amenée, en retournant à l'entreprise, de dire à son gars des process, eh bien il faut que tu m'abaisses le prix de revient, parce qu'on ne passe pas. Donc ça veut dire également que cette pression de la distribution fait que nous arrivons à un abaissement de la qualité parce qu'on appuie en permanence sur le prix. Bien sûr qu'on va jouer sur la qualité. On va utiliser beaucoup de produits gras, des sucres. On va compenser. Un fruit qui n'a pas de saveur dans un jus de fruits, par exemple, un jus d'orange, c'est pas grave. On met du sucre et tout ira bien. Donc, je veux dire, voilà, on a les colorants qui vont bien. Tout ça, ça joue bien sûr sur la qualité. C'est-à-dire qu'on se sert de farine pour faire de la sauce blanche parce que pour pouvoir transporter correctement tous ces produits en tuyauterie et faire les doses mécaniquement, on est obligé de mettre ces amidons. Seulement quand on met de l'amidon, on modifie le goût. Et après, on est obligé de réenrichir en goût, c'est-à-dire de mettre des exhausteurs, de mettre des acides, de mettre des choses comme celle-là, pour redonner le goût qu'on a tué par les amidons. Donc c'est un travail carrément de chimiste.
Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé le moyen